Bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Hebdo, votre référence en actualité estivale sur les ondes de TVBL. Mon nom est Héloïse Lagacé et je suis votre animatrice. Ce soir à l'émission, je me rends à Rosemère pour le classique Poutine Fest. Je m'entretiens ensuite avec Jean-Sébastien Renaud et Marc-André Beaulieu au sujet du 4e portrait de la bande dessinée CDC de Mirabel qui illustre la crise du logement. À Sainte-Thérèse, l'Hurlu accueille la 2e édition du Zeptofest, un festival d'humour de la relève. Je discute ensuite de la plateforme d'inspiration électorale Génération Exo avec Sylvain Hiel, directeur général d'Exo. Le tournoi provincial de baseball de Boisbriand pour les jeunes de 7 à 9 ans, maintenant appelé Derek au coin, présente sa 30e édition. Finalement, Alexis nous explique l'importance du sport chez les jeunes. Bonne émission! Le Grand Poutine Fest, classique festival de la poutine qui se promène à travers le Québec, s'est arrêté à Rosemère du 20 au 22 juin avec de la musique, des activités et bien sûr de la poutine. En fait, il y a tout un travail qui est fait en amont où on teste les poutines, on fait un gros briefing avec toute l'équipe et puis on essaye de tester plein de poutines différentes et puis après on les met dans chaque camion pour que ça corresponde un petit peu au thème de chaque camion. Donc là, si tu peux voir, il y a 5 food trucks différents avec des thèmes, genre le dragon, c'est très asiatique, tu vas retrouver des saveurs un peu sucré-salé, tu vas avoir le diner qui est très américain avec le poulet popcorn ou le smoking barbecue où justement là, tu as toutes les saveurs très barbecue, côte levée, porc effiloché, des choses comme ça. Ce qu'on a ajouté, c'est surtout une diversité encore. On garde toujours les mêmes poutines qui sont très classiques et que les gens adorent. Et on essaie d'avoir des petites nouveautés dans les goûts pour faire découvrir d'autres goûts aux gens. Et puis on a toujours nos spectacles gratuits, ça c'est un incontournable. Les gens se raffolent de ça. Et c'est à peu près tout ce qu'on a rajouté, mais on est bien content que ça perdure et que ça continue comme ça. Nous, on est très contents de voir des fils. Et puis en plus, le temps est avec nous là, parce que quand il pleut, c'est vrai que c'est un petit peu moins achalandé, mais là, il y a vraiment beaucoup de monde et puis tout le monde est content, on le voit, les gens sourient, ils sont contents d'être là, ils s'amusent, ils vont jouer, ils vont gagner des toutous et tout le monde est content d'être ici. Le Poutine Fest régulier existe toujours, mais tu as un côté aussi spectacle où là, tu as différentes sortes de billets avec des billets super spectacle où là, tu as un breuvage, 3 poutines dégustation et l'accès au concert. Tu as le billet platine où là, tu es à l'avant de la scène, tu as 3 poutines dégustation, 2 breuvages, l'accès au concert à l'avant-scène. Et puis après, tu as les tentes VIP où là, tu es surélevé sur les côtés de la scène où tu vois super bien le concert. Et là, c'est un petit peu plus onéreux, mais tu as un service aux tables tout au long de la soirée avec des serveurs qui viennent, qui partent, qui te ramènent tes poutines, tes breuvages. Et puis, tu vois le spectacle, tu as accès au show et c'est vraiment très sympa. Alors ici sur le site il y a 0 poubelle, partout sur le site, d'ailleurs tous les gens nous le demandent, mais il y a des pancartes avec écrit poubelle. Et en fait on a un gros kiosque où c'est là où on rassemble tout, on a des barquettes réutilisables, les verres sont réutilisables, les gens peuvent partir avec, on donne des couvercles même pour les barquettes, ils vont au micro-ondes, au lave-vaisselle et après on recycle tous les déchets, tout ce qui est bouteilles plastiques, canettes, tout ça c'est recyclé et il n'y a que le compost qu'on n'est pas encore au point là-dessus, mais parce qu'il faut vraiment rien du tout dedans, mais sinon tout le reste on tend vraiment vers le zéro déchet puis on est content avec ça. Qu'on continue à grandir, mais pas trop non plus, qu'on reste quand même quelque chose de familial, quelque chose de convivial, mais que ça amène toujours plus de gens et puis que les gens viennent manger de la poutine encore et toujours parce que c'est très populaire ici et j'espère que ça va grandir et continuer comme ça. La Corporation de développement communautaire de Mirabel présente la bande dessinée documentaire Vivre Mirabel, les défis de la vie citoyenne et communautaire en 12 portraits qui vise à sensibiliser aux divers enjeux socio-communautaires à Mirabel. Je me suis entretenue avec Jean-Sébastien Renaud et Marc-André Beaulieu au sujet du 4e portrait de la bande dessinée qui illustre la crise du logement.
Le centre d'hébergement de Mirabel, on est un organisme qui vient en aide aux gens en itinérance, mais aux gens en précarité d'ordre général. On aide autant en sécurité alimentaire, au terme de logement, pour la santé mentale. On fait vraiment de l'accompagnement global pour après ça référer aux bonnes organisations qui sont plus spécifiques, en fait. C'est un peu la première étape aussi d'un autre projet qui vient aussi pour avoir du logement qui est plus abordable, de créer un filet social aussi autour des gens qui y habitent en ce moment. Oui, on apporte quelque chose qui est moins cher, mais on apporte aussi quelque chose avec le centre sociétal qui est en bas au niveau de l'alimentation, au niveau des petits repas qui ne coûtent pas trop cher, de la sociabilisation aussi. C'est de créer un peu un réseau, un cercle de convivial avec les gens qui vont fréquenter aussi l'endroit. C'est plusieurs paliers gouvernementaux qui nous subventionnent. Ce qui se passe avec certaines d'entre elles, c'est qu'ils ne financent pas l'économie sociale comme type d'organisation qui vient en aide aux gens, comme organisme qui désormais fait de l'économie sociale pour faire en sorte en fait que les citoyens puissent se loger, ceux qui ont un peu moins de moyens, ceux qui ont besoin d'accompagnement. On n'a pas le choix en fait d'acquérir des bâtiments et de faire de l'économie sociale. Fait que c'est pas en fait qui nous bloque ou qui nous coupe, c'est qu'on doit être imaginatif, créer de nouvelles organisations qui, eux, vont s'organiser pour faire de l'économie sociale. Fait que c'est juste un peu, en fait, de tricotage, je serais porté à dire, pour s'assurer de pouvoir offrir un service pertinent à la communauté. Le quatrième portrait de la BD, c'est fait avec la Corporation de développement de Mirabel. Puis ça parle vraiment des enjeux du logement social. Fait que c'est vraiment ça, la prémisse de la BD. La réalité mirabelloise aussi, c'est qu'il n'y a plus de logements qui ont été construits. C'est surtout des condos, c'est surtout des logements luxueux où on va avoir des entrepreneurs, on va avoir des gens qui sont en moyen. Mais pour la population en général, le marché est plus accessible. C'est vraiment très, très, très difficile pour eux. Puis, à un moment donné, les gens doivent faire un choix. Est-ce que je me nourris ou est-ce que je me loge? Qui est un choix qui est complètement ridicule à faire, on s'entend, parce que les deux sont essentiels. Actuellement, c'est ça la grande problématique qu'on discute. C'est une BD qui se voit très ludique, très facile à lire. On a voulu, par contre, introduire certains petits messages importants, entre autres au niveau du logement, le droit au logement, qui devrait être un droit fondamental et qui ne l'est pas encore, je le sais. On voulait, nous, l'utiliser comme outil d'accompagnement envers la communauté, puis d'explication. Nous, c'est quelque chose qui va nous aider à aller voir les gens, à expliquer plus visuellement c'est quoi les enjeux du logement actuellement. Fait que ça a été très difficile, mais un peu comme c'est tout ce que Marc-André a dit, qui est rassemblé dans 8 petits carreaux, mais très bien, très, très visuel et très agréable, je pense. La précarité emmène des fois de devoir faire des choix. Ça emmène de la criminalité, ça emmène des... Tu sais, on s'entend, il y a de l'argent qui est plus facile que d'autres à faire. Tout ça va emmener à un tout. Est-ce qu'il y a une chose en particulier qui peut être faite qui va tout régler? Non. C'est vraiment d'aller rechercher plusieurs choses. Tu sais, nous, de notre côté, on va essayer d'aller chercher de l'immobilier, de le sortir du marché pour l'emmener de façon abordable, d'emmener des situations favorables à ce que la sécurité alimentaire soit d'actualité, qu'on la remette de l'avant, que les gens puissent se nourrir, emmener une option qui va coûter moins cher dans le budget mensuel, d'aller rechercher à avoir aussi un encadrement, des intervenants psychosociaux qui vont être sur place, qui vont pouvoir aider les gens à les conseiller, les aider dans des démarches. C'est tous les petits gestes du quotidien, les petites choses qu'on va aller, chaque projet qu'on emmène aussi aux communautaires va faire en sorte que ça va aller un petit peu plus loin, qu'on va rajouter un offre de service, puis qu'on va ramener encore quelque chose. Puis c'est juste de pouvoir continuer dans ce sens-là aussi. Je pense que j'aimerais que les gens comprennent que peu importe la situation, il est possible que tu tombes en précarité, que tu perdes ton logement. Par contre, qu'il y a des organisations telles que le nôtre qui peuvent aider ou faciliter le fait que tu ne le perdras pas ou que tu vas en retrouver un, puis tu vas pouvoir être digne dans ta vie, puis pouvoir continuer à avoir tes hobbies, travailler, puis être un humain complet. Le 4 juillet dernier, à Lurlu avait lieu la 2e édition du Zeptofest, un festival qui présente des numéros de la relève humoristique au profit de la Fondation du Centre Jeunesse de Laval. Ce festival d'un soir a combiné une première partie, plusieurs numéros d'humour évidemment, et une remise de prix pour boucler le tout, soit les Zeptos d'or. TVBL était sur place pour l'occasion. On a lancé le festival pour justement
vraiment aider, parce que faire des blagues pour juste être drôle, on trouvait que c'était pas assez. Fait qu'on a décidé de faire un festival pour aider les jeunes, le Centre jeunesse de Laval, qui vient en aide justement aux personnes qui sortent des centres d'accueil puis qui ont besoin d'accompagnement pour se trouver un travail ou trouver un appartement et tout ça. Puis on s'est dit, quel bon concept de faire un show d'humour qui aide les jeunes. C'est un festival vraiment là, où est-ce que vous allez entendre des blagues qu'on n'entend pas, je veux dire, dans le grand public. C'est vraiment niché, c'est de tous les styles différents. Puis on veut vraiment offrir la plus grande diversité humoristique possible. C'est niché, mais dans beaucoup de niches. Exactement. C'est ça que tu veux dire. Une niche très différente. Niché au pluriel, comment ça se dit? Niches. OK, parfait. C'est vraiment ça notre thématique de laisser place à la jeunesse. Puis souvent, quand on va voir des jeunes, ça vient chambreler peut-être nos idéaux, nos trucs qu'on pense, puis ça nous permet justement d'avoir une autre perspective sur la société de demain. Fait que ouais, c'est vraiment ça pour ça qu'on veut vraiment encourager les jeunes. On a Ash The One, qui est un humoriste qui fait anglais, français, qui lui aussi est assez cru, mais lui, ça fait moins longtemps que Faf qui roule sa bosse, mais c'est ça, il devient de plus en plus connu. Qui est aussi, qui fait de la lutte aussi, qui est dans une ligue de lutte. Il fait pas de la lutte, mais il joue un personnage de promoteur de lutte ou de manager. Mathieu Bouillon, un humoriste qui a le vent dans les voiles. Exact. C'est vraiment là. Vous allez j'ai hâte d'écouter ce qu'il a à dire parce que humoriste, il y a le vent dans les voiles. Chanteur, oui, vraiment. Musicien, homme de théâtre. Mélissa Cadieux, qui vient de faire un beau personnage. Vous l'avez peut-être vu au Gang Show, elle a tout cassé avec ce personnage-là. On a aussi Julien Leclerc, qui je pense qui est en train de finir l'école de l'humour. Et il vient de finir sa première année, si je ne me trompe pas. Donc c'est ça, c'est jeune, ça. Faf! On a Faf. Ça, c'est mon peste. C'est mon meilleur. Je l'adore. J'adore son humour. On a réussi à l'avoir. Il part de loin. D'où qu'il part? De Thetford Mines. Thetford Mines, juste pour vous, la ville de Sainte-Thérèse. On a réussi à l'avoir. Ça va être épique. Le Zeptofest, c'est ma conception il y a plusieurs années de faire le plus petit festival d'humour possible. Donc, tout se fait en une soirée. On a le festival d'humour avec des numéros, puis tout ça. Puis ensuite, on a un gala où on va remettre les prix qui sont les hapitaux d'or. On essaie de garder ça le plus petit pour toujours. C'est très, très ça va court jamais comme grossir. festival, Jamais. mais très, très long comme spectacle. C'est un très long spectacle. Oui, exact. Exo a lancé la plateforme d'inspiration électorale Génération Exo, qui se veut un moyen d'inspirer les candidats avec des propositions de mobilité durable de leur cru. Je me suis entretenue avec Sylvain Hiel, directeur général d'Exo, pour en savoir plus. Bien, on a créé une plateforme numérique qui s'appelle Génération Exo, qui vise essentiellement à inspirer les futurs candidats dans le cadre du cycle électoral de cette année, les élections municipales, sur des projets, des initiatives ou des idées que nous proposons de mettre de l'avant par l'entremise de ces candidats-là qui pourraient être inspirés justement par ces projets-là de transport collectif sur la couronne nord en particulier et sur les deux couronnes aussi. Ça donne accès aux élus, aux futurs candidats, de voir nos idées. Premièrement, on a développé 6 initiatives que nous mettons de l'avant. L'accessibilité au transport collectif, au train en particulier, un projet pilote d'électrification de la ligne de train de banlieue de Saint-Jérôme, l'augmentation de l'offre de services et le financement associé. On a également un projet pour électrification de nos autobus, le transport à la demande. Donc, ce sont des initiatives qu'on croit porteuses pour l'avenir du transport collectif, puis on veut créer cette ambition-là de la part des futurs élus. Et on pense que c'est important que dès le début du cycle, que les candidats puissent être inspirés avec des idées, des initiatives qui sont réalisables et qui sont porteuses aussi. Nous, on est des experts dans le transport collectif, donc on est en mesure de mettre de l'avant ces idées-là. Puis les candidats, on les invite à en prendre connaissance, puis à nous questionner pour voir dans quelle mesure ça peut répondre aussi aux plateformes électorales qu'ils vont créer dans les prochains mois. Déjà, sur la plateforme, il y a beaucoup d'informations reliées à nos indicateurs, nos données statistiques. Donc déjà là, ça permet aux personnes d'avoir une meilleure idée de ce que ça implique en termes de volume. Puis on peut les rencontrer individuellement pour leur expliquer, répondre à leurs questions et les aligner sur les informations qui sont disponibles pour que justement ces idées-là puissent percoler d'ici les prochaines élections. Au niveau des autobus sur la couronne nord, on a dépassé l'achalandage d'avant la pandémie de 15 %.
Sur les trains, effectivement, on n'est pas encore revenu, donc on veut justement susciter ce retour-là de l'achalandage. 5 % ça peut répondre à une certaine demande. Ça ne répond pas à tout, mais c'est quand même ambitieux dans le contexte où le financement pour des nouveaux services est quand même rare. Donc, on va avoir besoin justement de l'engagement de toutes les parties prenantes pour être capable de soutenir une amélioration de 5 % qui est quand même significatif. Moi, j'ai fait 8 ans chez Exo. On a vécu toutes sortes de choses, la naissance d'une organisation, son développement. Maintenant, je suis très confiant que la suite va être encourageante et intéressante pour la clientèle d'Exo, mais aussi pour tous nos clients, villes et employés là, par rapport à cette ambition-là qu'on veut développer, qu'on appelle la génération Exo. Bien, je souhaite qu'ils maintiennent leur mobilisation, que nos clients aussi gardent cette loyauté-là puis qu'on en ait plus. On le sait, la démographie en couronne s'accentue. Puis il y a des besoins vraiment de mobilité. Et puis, je pense que ça passe par le transport collectif. Donc, je souhaite à l'organisation que cette adoption du transport collectif-là soit faite de plus en plus large dans la couronne et dans les Basses-Laurentides en particulier. Bien, ce que j'aimerais dire, c'est que les services de transport collectif en couronne sont des services sécuritaires, confortables, attractifs. Le train en particulier, ceux qui n'ont jamais essayé le train de banlieue pour se rendre dans leur destination à Laval ou à Montréal, je les invite à l'essayer. Confort, capacité de travailler en tranquillité. Puis ça va être la rentrée en septembre, donc ça va être le temps de l'essayer. Je vous invite à le faire. Le tournoi provincial Derek Aucoin de Boisbriand pour les jeunes de 7 à 9 ans, organisé par l'Association de baseball des Spartiates de Boisbriand-Sainte-Thérèse, avait lieu du 24 au 29 juin dernier au parc Derek Aucoin. En l'honneur de son 30e anniversaire, le tournoi porte maintenant le nom de M. Aucoin, joueur de baseball natif de Boisbriand. On est ici aujourd'hui en cette journée de la Saint-Jean où il fait comme vraiment trop chaud au tournoi de baseball de l'Association des Spartiates de Boisbriand-Sainte-Thérèse pour la 30e anniversaire du tournoi des Spartiates. Et cette année, on l'a renommé le tournoi Derek Aucoin parce que c'est les deux parcs Derek Aucoin et c'était le 30e anniversaire. On s'est dit que c'était un très bon moment de renommer notre tournoi. C'est toujours le fun d'avoir un tournoi qui dure parce que il devient de plus en plus populaire. Les gens veulent venir au tournoi. On a eu des demandes d'inscription durant l'hiver, en janvier, quand est-ce que vous ouvrez vos inscriptions. Et là, le fait qu'on a rajouté le nom de Derek, c'était très important pour nous. Premièrement, pour les terrains, pour le fait qu'il vient de la région, pour le fait aussi que ça donne aussi une prestance un peu plus importante au tournoi. Puis les gens veulent vraiment venir faire un tournoi dont le nom est un joueur de baseball légendaire au Québec. C'est vraiment des équipes de partout qui viennent passer comme quelques jours pour faire leur tournoi de balle. Puis pour les jeunes, un tournoi, aller coucher dans un hôtel, on dirait que c'est tout le temps le fun. Présentement, cette semaine, c'est le 9U. Donc, quand on dit 9U, c'est under 9, donc 7 à 9 ans qui viennent compétitionner. On a 24 équipes, 12 équipes de la catégorie A, 12 équipes de la catégorie B. C'est sûr, pour des tournois pour l'association, c'est toujours bénéfique. On est une petite association, ça permet d'acheter de l'équipement, ça permet de faire un gala pour nos joueurs à la fin de l'année, qui aient tous des petits cadeaux, puis qui puissent, après une année de baseball sous la chaleur, avoir du fun. Aujourd'hui, c'est le match d'ouverture. Il va y avoir la femme de Derek Aucoin, ainsi que présentement sur le terrain, c'est son fils qui est en train d'arbitrer et il va arbitrer aussi le match d'ouverture. Et la chose aussi qu'on fait aujourd'hui, là, c'est un secret parce qu'il ne le sait pas. On a la temple de renommée des Spartiates. Et lorsqu'on peut, on introduit un membre dans le temple de la renommée. Derek Aucoin en fait partie parce qu'il a été un joueur professionnel. Et on a un de nos co-organisateurs de tournoi, Patrick Frappier, qui est ici dernièrement. En haut de mon épaule, vous ne le voyez pas, il est en train de manger du Boston Pizza. Et ça fait 15 ans qu'il est bénévole. Son fils jouait ici et ensuite, lui, il a continué à être bénévole. Fait que cette année, on va y remettre une bague de Temple de la renommée. Mais je pense qu'il n'est pas au courant. Tu sais, des tournois comme ça, faut toujours remercier nos commanditaires aussi, Caisse des Jardins, Club Optimis, le Boston Pizza qui nous aident. Vous qui venez nous voir, on va nous faire un beau reportage et qui va pouvoir montrer que le tournoi est de plus en plus gros, de plus en plus intéressant, puis que les jeunes viennent de partout, puis qu'ils s'amusent. En fait, l'important, c'est de s'amuser. Donc, gagner ou perdre, c'est le fun de gagner, mais en autant qu'il y ait du fun, c'est ça qu'on aime. T'sais. Derek disait toujours que quand tu aimes le baseball va t'aimer en retour, puis
je trouve que cette occasion-là, ce tournoi-là, maintenant, est une façon de redonner encore de l'amour. En tout cas, nous, on en reçoit beaucoup comme membres de la famille. C'est touchant de voir son nom encore véhiculé, puis associé à quelque chose de bien, puis d'agréable, puis de familial, et ça lui ressemble beaucoup. Derek a grandi ici à Boisbriand. Il a fait son baseball ici à Boisbriand quand il était plus jeune, justement sur le petit terrain qui s'appelle maintenant le petit terrain de Récocoin. Et là, aujourd'hui, on est sur le grand terrain de Récocoin. Le parc porte maintenant son nom. Et puis, Derek avait un rêve dans la vie qui était de jouer pour les expos. Et puis, il s'est rendu jusqu'aux ligues majeures. Donc, il avait atteint son but. Mais ça a toujours été un petit gars de Boisbriand, puis avec beaucoup de fierté. Il serait tellement... il est heureux, je suis certaine qu'il est là parce qu'il fait tellement beau aujourd'hui et chaud. C'est sûr qu'il est avec nous aujourd'hui. Puis il serait très fier, mais avec beaucoup d'humilité aussi. Je pense que ça le toucherait beaucoup, surtout de voir autant de jeunes s'amuser sur un terrain où lui a grandi. Si ça se poursuit comme ça se fait en ce moment, dans le plaisir, dans l'amour du baseball, l'amour du jeu, je pense que son amour pour ce jeu-là était immense. Puis il profitait toujours du baseball pour enseigner aussi des belles valeurs, ces belles valeurs humaines qu'il avait. Puis quand je vois la camaraderie pendant ce tournoi-là, c'est tout à fait à son image. Alors je souhaite que ça se poursuive. Oui. Go! 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 Ouais, regardez le tableau, on pense ça. Tout le monde casquette! Tout le monde casquette! Alexis, de quoi tu nous parles cette semaine? J'ai décidé de venir vous parler des bienfaits du sport chez les jeunes. Donc, dans le fond, ça fait quoi pour un jeune de pratiquer un sport au quotidien? Comment on peut s'impliquer dans une activité sportive? Et dans le fond, les bienfaits autour de ça quand on est jeune. Certainement. Pendant l'été, c'est le moment parfait. Parle-nous-en, vas-y. Dans le fond, pendant l'été, c'est un excellent moment pour pratiquer du sport parce qu'on a beaucoup plus de temps que pendant l'école. Pendant l'école, ça peut être du parascolaire entre les cours ou après l'école ou avant, dépendant. Ou est-ce qu'on a du temps pour pratiquer et les week-ends? Pendant l'été, on a tout notre temps pour pratiquer une activité sportive entre amis ou dans la famille même. Donc oui, c'est très intéressant. Et on peut faire du soccer, on peut aller faire du skate au skatepark. Sinon, on peut aller faire du vélo sur la piste cyclable du Train du Nord, par exemple. Une excellente idée. Ou sinon, les activités nautiques peuvent être également très intéressantes quand il fait chaud ou tout simplement pour se rafraîchir. L'important, dans le fond, c'est de bouger, tout simplement, et d'avoir du plaisir là-dedans. Voilà, fait que de rendre l'utile à l'agréable, en fait. Exactement. Tu nous parles des bienfaits. De quoi ça a de l'air chez les jeunes, généralement? J'ai parlé à beaucoup de jeunes et moi-même, je pratique une activité sportive. Donc, dans le fond, les bienfaits sont nombreux. Tant qu'à moi, on peut penser à se défouler, à vaincre son anxiété, à s'éloigner le temps d'une activité de ses problèmes personnels, familiales, etc. Et ça permet de mieux dormir le soir, d'avoir une meilleure qualité de vie et aussi juste d'être plus en forme globalement. Bref, les bienfaits sont multiples et c'est très agréable aussi de pratiquer une activité tout simplement pour avoir du plaisir entre amis, dans la famille. Donc oui, c'est très intéressant pour un jeune de pratiquer un sport. Parfait. Et de quoi ça a de l'air chez les jeunes, le taux de participation à des sports, mettons pendant l'année scolaire ou pendant l'été? Quel genre de sport les intéresse en général? Beaucoup de sports, c'est très varié, disons, mais le soccer revenait souvent. J'ai regardé des petites statistiques de l'Institut canadien de la recherche sur le mode de vie actif et sur le sport, qui s'intéressait justement au nombre de jeunes, au pourcentage de jeunes qui pratiquaient une activité sportive organisée. Donc, si on parle du soccer, du baseball, bref, tout ce qui est dans un club, dans une association avec d'autres joueurs ou un sport individuel. On parle pas ici d'aller faire du vélo le dimanche avec sa famille. Et les recherches mentionnaient que 71% des garçons et 64% des filles participaient à une activité sportive organisée, toujours selon l'Institut. Et vous l'avez sans doute remarqué, il y a une petite disparité entre le pourcentage de filles et de garçons. Et globalement, les filles ont tendance à moins pratiquer d'activités sportives, mais c'est vraiment en train d'augmenter. Donc, c'est une excellente nouvelle et il y a beaucoup de programmes qui existent pour faire hausser le taux de participation. Je pense à Féminaction, qui est dans mon sport, qui pratique du ski de fond. Et c'est deux athlètes olympiques féminines qui ont fondé cet organisme-là pour encourager la participation des jeunes filles dans le ski de fond, justement. Un sport que je pratique avec beaucoup de plaisir. Donc, effectivement, le vent est en train de tourner dans le bon sens.
Super. Et tu mentionnais justement plusieurs clubs qui permettent de pratiquer l'activité physique, des sports d'équipe, de groupe. Est-ce que tu en as quelques-uns en tête par rapport aux Basses-Laurentides que les jeunes peuvent aller visiter justement pour s'impliquer? Oui, absolument. Dans la région des Basses-Laurentides, il y a beaucoup de clubs de soccer. Il y a des clubs de ski de fond, un sport que je pratique. Sinon, il y a aussi des clubs cyclistes, de vélo de montagne. Bref, il y a une immense variété. Je pense que chaque jeune pourrait trouver quelque chose qui répond à ses passions et à ses intérêts. Et pour un jeune qui voudrait chercher dans une activité à s'engager, il pourrait regarder à son école tout simplement un parascolaire, s'il est au secondaire bien sûr, ou au primaire même. Et après ça, si il veut s'engager plus à l'extérieur de l'école, il peut faire des recherches sur les sites de sa municipalité. Il y a beaucoup de programmes non compétitifs qui existent dans les municipalités pour permettre la pratique de sports divers tels que le soccer, etc. Le baseball également. Et finalement, si le jeune souhaite s'impliquer plus dans une activité compétitive, donc à plus haut niveau, il y a beaucoup de clubs qui existent, donc il suffit de faire une petite recherche et de tomber sur un club dans notre région, dans la région des Basses-Laurentides, qui propose cette activité en mode compétition. Voilà. Donc oui, il y en a pour tous les intérêts, toutes les passions. Il suffit juste de chercher et de trouver. Parce que je pense que le sport, c'est très important globalement dans la vie. Et commencer tôt, ces bonnes habitudes-là, je trouve ça très important. Oui, définitivement, ça a des bienfaits comme tu l'as mentionné. Alors, on y jette un coup d'œil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, c'est ce qui conclut cet épisode de l'Hebdo. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Rendez-vous le 16 juillet prochain, 19h, pour encore plus d'actualités estivales des Basses-Laurentides. À la semaine prochaine.